Bienvenue à Compte complet, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. En temps normal, on vous dirait que c'est le début du camp d'entraînement dans moins d'un mois. On va y revenir tantôt Mhm. dans ces négociations entre les joueurs et les propriétaires. Mais auparavant, Marc, ne peut pas passer à côté de la grosse nouvelle de la semaine passée, c'est-à-dire la fin du projet des Villes-Sœurs pour accueillir une équipe, celle actuellement basée à Tampa à temps plein, qui aurait été partagée à Montréal. Euh, Écoute, on a pu lire tes réactions, Marc, sur les réseaux sociaux. Tu t'exprimais aussi à RDS là, sur diverses plateformes. Je sais que tu es déçu, comme beaucoup d'amateurs, même si, là, je vais parler de ce que j'ai vu de la part des amateurs, même s'il y a plusieurs qui n'y croyaient pas à ce projet-là, dès le départ. Ben, écoute, c'est sûr, Alain, que plusieurs doutaient, plusieurs avaient des réserves et j'en faisais partie. Là. Je veux dire, je ne me Mhm. cacherai pas que, sauf ce que je croyais, c'est que je crois à la créativité, je crois à la nouveauté. Les Rays étaient évidemment une organisation avec laquelle M. Bronfman et son groupe voulaient s'associer pour toutes les raisons qu'on connaît, évidemment, avec la qualité de ce qu'ils offrent sur le terrain, encore une fois, cette créativité là, qu'ils démontrent au fil des années. Et M. Bronfman et son groupe l'ont vraiment cru. Et pour avoir même parlé à M. Bronfman directement, c'était, semble-t-il, tout un projet. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu les plans, j'ai pas vu les images, mais je ne dis pas qu'il m'avait vendu. J'aurais aimé quand même qu'on ait à une autre étape. Ceci étant dit, on aurait beau en jaser pendant une demi-heure, Alain, Ouais. c'est terminé. Alors, il y a quelqu'un qui a dit à quelque part, c'est terminé. Ce qui est un peu bizarre, parce que le projet ne fonctionne pas, c'est pas nécessairement une grande surprise, compte tenu des doutes Mhm. que tout le monde avait. Ce qui est un peu bizarre, Alain, c'est qu'il y a à peine quelques semaines avant les fêtes, Rob Manfred avait mentionné à Stu Sternberg, donc inévitablement au groupe de Mhm. Montréal, poursuivez. On aime ça, on n'aille pas ce qu'on voit en tout cas. Poursuivez. Puis là, en plein mois de janvier, en plein lockout, en pleine Ben, négociation, bang, c'est terminé. Alors, il n'y a pas eu d'explication encore de la part du baseball majeur. Les explications qu'on peut avoir, il y a deux possibilités en fait. C'est sûr que bon, ça faisait peut-être partie aussi des négociations. Il faut dire que ben, l'association des joueurs n'avait pas encore, tu sais, n'avait pas dit c'est épouvantable, on ne votera jamais pour ça, mais avait dit poursuivez, puis lorsque ce sera le temps, on dira ce qu'on pensera. Et il y a mhm. aussi, il ne faut pas se le cacher, Alain, la vieille garde. Il y a des propriétaires qui sont là Mhm. depuis un bout de temps, qui ont une énorme influence sur ce qui se passe autour. Il y en a qui étaient là à l'époque des expos. Je ne vous dis pas que c'est de leur faute, je ne vous dis pas que c'est eux autres qui ont Ouais. dit hey, Montréal, on ne veut rien savoir, mais il y a quelque chose qui trame de ce côté-là aussi. Donc, c'est ces deux raisons-là. Alors, puis l'autre réaction, moi, qui m'a déçu, enfin, l'autre aspect qui m'a déçu, encore une fois, je me répète, c'est pas tant que le projet ne fonctionne pas, compte tenu donc des réserves, mais c'est le fait qu'il n'y a pas de plan B, qu'on Ouais. poursuit pas nécessairement sur cette lancée. Bon, ceci étant dit, M. Bronfman a mentionné, j'ai un numéro de téléphone cellulaire, j'ai un courriel, mais tu comprends que la réaction, puis M. Bronfman l'avait su 24 heures avant là, vraiment qu'il puisse Ouais. rencontrer les médias. Et il était évidemment sonné et abattu de ça parce que je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il y a eu pas mal d'énergie, pas mal d'investissement depuis une couple d'années dans ce projet-là. Et de se faire fermer la porte de cette façon-là, ça aussi, ça fait en sorte que ça a été mal pris par autant les gens Mhm. de Tampa que les gens de Montréal. C'est drôle, Marc. Je suis pas sûr que c'est complètement terminé pour plusieurs raisons. Bon, on va laisser la poussière retomber. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a d'autres joueurs qui vont peut-être s'ajouter. Quand je regarde l'environnement, divertissement, sport, tout ça est ensemble. Il y a peut-être des gens qui auraient intérêt à ajouter du contenu à leur programmation. Je pense à des diffuseurs qui ne sont pas nécessairement spécialisés, mais au Canada, qui pourraient ajouter, entre guillemets, 500 heures de programmation originale canadienne. Bon, j'ai l'impression que ça pourrait être une avenue. Et l'autre chose,
écoute, oui, on s'est emballé. Puis quand je dis on, là, je m'inclus, pas nécessairement pour ce projet-là, mais depuis quelques années, il y a quand même des chroniqueurs aux États-Unis qui sont bien branchés sur ce qui se passe dans le baseball et qui ont, je vais en nommer deux, là, Bob Nightingale, qui a continué d'ailleurs après ça à dire: oui, oui, Montréal, c'est pas fini, là. Tracy Reynoldsby qui avait fait une carte du réaménagement du baseball majeur à 32 équipes dans laquelle Montréal figurait. Je te parle de deux gros noms de gens, des observateurs du baseball, des vétérans qui sont, comme je le mentionnais, bien branchés. Ça ne vient pas du ciel, ça, Marc. Là. Ces gars-là, s'ils ont nommé Montréal, c'est parce qu'ils avaient des informations que ça se discutait. Donc, je me dis, par rapport à ça, c'est pas les seuls en passant, les deux que j'ai nommés, mais je te dis juste que si ces deux gars-là ont pris la peine d'ajouter Montréal dans la liste des villes potentielles pour une expansion ou encore un déménagement, on parle davantage d'expansion à ce moment-là, je me dis, je ne fermerais pas tout de suite le livre sur la possibilité qu'une équipe revienne à Montréal, ce qui me plairait personnellement davantage qu'avoir une moitié d'équipe. Mes réserves, Marc, c'était surtout le fait, la difficulté de s'identifier à une équipe, aussi bonne soit-elle, que tu ne pourras jamais voir en série. Moi, il était là, mon bémol. Ouais. Mm. Et écoute, on connaît tous les amateurs de baseball. Les vrais amateurs de baseball en auraient pris du baseball majeur pendant 3 mois. Mais si tu veux ajouter les amateurs sportifs qui aiment sortir de temps en temps et tout ça, pas sûr qu'une équipe à 3 mois, tu les aurais attirés. Mais tout ça pour dire, Marc, il y a des éléments qui me laissent croire que cette aventure-là n'est pas terminée. Ben, de toute façon, Alain, bon, pour la garde partagée, on ne saura jamais. Fait que c'est terminé, c'est un dossier qui est clos. Je ne pense pas que ça va revenir, même si, encore une fois, je le mentionne qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et on verra ce que ça va donner. L'autre point de vue que je vais ajouter, Alain, c'est que, évidemment, les Rays sont dans le trouble. Là, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on mentionne. Bon, c'est pas réglé. Alors, est-ce que ce que tu as mentionné, et le fait que la relation quand même qu'a créée Stu Sternberg avec Stephen Bronfman et compagnie fait en sorte éventuellement que s'ils sont vraiment dans le trouble, est-ce que Montréal devient une option un peu plus intéressante pour un Sternberg qui pourrait même investir à Montréal avec un Stephen Bronfman aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas fermé. Par contre, dans le langage de Stephen Bronfman, il a dit lui-même, il va laisser tomber la poussière. C'est parce que, tu sais, Alain, ça fait combien d'années, là, ça fait combien d'années qu'il y a comme un espoir, une lueur, il y a quelque chose. Alors, c'est sûr que c'est un peu décevant, c'était déchirant. Honnêtement, on ne l'a pas vu venir. Là. Mais je pense qu'il faut effectivement garder une porte ouverte aussi mince. L'ouverture, il faut y croire. Je veux juste ajouter un aspect, Alain, qu'il y a des gens qui ont mentionné que là, oui, mais le terrain ne sera pas disponible dans 3, 4, 5 mois. Je veux juste dire une chose, OK? Mon expérience personnelle, en 2006, j'ai travaillé avec des gens d'affaires qui, pour avoir un petit stade de baseball de 4 000, 5 000 places sur la rive sud. Et ça avançait très, très bien. Honnêtement, là, j'étais extrêmement emballé. Et à la dernière minute, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a des gens quelque part qui ont dit, ouais, mais il y a un gros projet qui s'en vient. Le ministère du Transport, le ministère de ci veut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça ne fonctionnera pas. C'était en 2006. Bon, Alain, tu es assez fort en mathématiques, là. 2006, 2022, il ne s'est rien passé encore sur ce terrain-là. Et ce que je veux dire, c'est que le terrain convoité par Stephen Bronfman, oui, c'est la suite des choses éventuellement pour Montréal, mais je pense, je ne serais pas. En fait, je serais extrêmement surpris que d'ici 4-5 mois, quelqu'un avance. OK, on a récupéré ce terrain-là. Finalement, on va faire telle chose, sachant fort bien que ça va très lentement. Donc, je ne paniquerai pas du fait qu'on entend parler que le terrain, parce que il y a 1000 défis sur ce terrain-là. Bon, la contamination, un paquet de choses. Tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas paniquer avec ça. Et comme on m'avait déjà dit à une certaine époque, vous savez, des terrains, il n'en pleut pas, j'en conviens. Mais tu sais, des vieux quartiers, des coins, des vieilles bâtisses, on peut en démolir, on peut trouver une solution pour trouver. Donc, je ne vois pas le fait que même si ce terrain-là, éventuellement, est vendu, peu importe, je pense pas que c'est ça qui va arrêter
si jamais l'intention est d'avoir une équipe à Montréal, c'est Ouais. pas ça qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'équipe. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis juste 2 points. Un, le terrain dont tu parlais tantôt, dont je suis voisin. L'année passée, on a commencé à bâtir quelque chose dessus. Ça a pris du temps, ça a pris 15 ans avant qu'on bouge. Et il y a un autre secteur à Montréal, Marc, qui n'est pas tellement loin, mais qui est carrément à refaire, c'est celui des vieux silos du Vieux-Port. Il y a de l'espace en masse dans ce coin-là. C'est tout près du Vieux-Port et pas très loin. Euh, écoute, qui est à refaire. Il y a de l'espace en masse pour construire un stade de baseball. Donc, si on veut vraiment développer un certain secteur, là, et il y a de la démolition à faire parce qu'il y a des bâtisses en béton là, qui ne servent plus depuis des années dans ce coin-là. Je ne sais pas si tu places un peu l'endroit là, dont Oui, je te parle. Là. oui, C'est tout oui. près de l'autoroute Bonaventure. Et il n'y a rien qui se passe là. C'est un endroit Parce que, où on pourrait effectivement installer, qui serait tout près du centre-ville d'ailleurs. Donc, ça pour dire, moi, je ne fermerai pas le livre tout de suite. Ça ne sera pas demain matin. Mais je pense qu'il y a une possibilité que Montréal, éventuellement, ait une équipe. Il faudra juste être un peu plus patient. Je pense que et, c'est. et- et je- et j'espère que M. Bronfman va quand même, je le souhaite, bon, je sais pas si Ouais, c'est bon mais je souhaite qu'il puisse dévoiler un peu à quoi allait ressembler tout ça, parce que si jamais une équipe revient, c'est encore une fois, ça ne sera pas juste un ouais. stade. On veut vraiment, tu parlais de développement, là, mais c'était vraiment Mhm, assez unique ce qu'on voulait développer à ouais, ce niveau-là. Ce sera la même chose si jamais, évidemment, on a développé pour ouais, une équipe à temps plein. ouais. Tu as fait mention tantôt que bon, cette décision-là arrive alors qu'on est en lock-out. On est encore en négociation entre les propriétaires et les joueurs. Difficile de croire qu'il n'y a pas un lien là, entre cette décision-là et ce qui se passe. Là. Je veux dire, bon, on n'est pas dupes. Là. Bon, on ne mettra pas inutilement là, bon, du sable dans l'engrenage des pourparlers, même si ça ne va pas vite, pas aussi vite qu'on le voudrait. On doit se rencontrer en personne en début de semaine. Au moment où on fait notre balado, ce n'est pas fait. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ce qu'on entend, c'est que, bon, présentement, ça ne semble pas bouger. Il y a une question d'ego là-dedans. On en a déjà parlé, Marc. Tony Clark ne veut pas être le premier directeur exécutif de l'Association des joueurs à plafonner les salaires. C'est un sérieux problème. Moi, ce que je crains, c'est qu'on ne règle pas des problèmes. Les problèmes, un, que les propriétaires veulent régler et que les joueurs veulent régler également, c'est-à-dire celui des équipes qui ne font aucun effort avant que la saison commence. Écoute, Marc, on le sait. La saison commence, là, puis il y a 10 équipes. On le sait qu'ils ne feront pas les séries. Là. Je veux dire, des Giants, là, bon, ce qu'on vient de voir, là, ça n'arrivera pas très souvent. Et bon, la masse salariale n'était pas si basse que ça. C'est juste qu'on avait des vétérans prêts avec des contrats. Probablement qu'on avait pu en échanger quelques-uns avant que la saison commence. On en aurait échangé. On se retrouve avec une saison sans victoire. Je ne dis pas que c'est un accident. Je te dis juste que ce n'était pas prévu. Mais moi, ce que je crains, je le répète, c'est qu'on ne règle pas ce problème-là, qui pourrait se régler avec, oui, un meilleur partage des revenus. Regarde, mets le contrôle des salaires de la façon que tu voudras. Mais quand on regarde le plancher qui était déjà, le plancher salarial là, dont on a parlé à 100 millions, ça augmenterait le salaire moyen des joueurs, qui est à peu près à 4,4 et qui a baissé en passant depuis 2017. Hein. C'est-à-dire qu'il a baissé au niveau de 2017. Là. On n'a pas avancé depuis ce temps-là. Avec l'inflation, ça veut dire qu'on a baissé de quelques pourcents là, depuis cette époque-là. Je trouve, c'est le manque de confiance entre les deux parties, moi, qui me frustre. Bon, ça, c'est clair. Et ça, c'est clair. Puis là, des fois, tu te demandes, est où la priorité? Est-ce que la priorité, c'est de régler un vrai conflit dans une industrie comme le baseball, ou c'est de Oui, dire, ben moi, je veux pas être le premier je veux pas être, oui, tu sais, Manfred en a jamais perdu, il veut pas en perdre un autre, l'autre, bon. Écoute, Alain, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se rencontrent en personne. Ça, je ouais, c'est ça. pense que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et là, j'ai l'impression qu'on va savoir un petit peu plus où vraiment l'association des joueurs veut s'en aller avec ça. Parce que ils ont su la proposition du baseball majeur il y a quoi déjà une dizaine de jours passés. Ouais. Là maintenant, ils vont nous faire une contre-proposition. J'espère qu'on va avancer. Ça ne se réglera pas aujourd'hui. Là. On n'annoncera pas. Mhm. En fait, ça ne se réglera pas cette semaine. Je ne pense pas. Je souhaite, mais je ne pense pas. Mais si on peut avancer. Par contre, Alain, il y a le camp d'entraînement. On n'est pas loin
bon, on est à un mois finalement là, du début Ouais. des camps d'entraînement. Là, les gens parlent, ben, si ça se règle, là, on peut. Le camp d'entraînement, là, oui, c'est devenu un aspect financier pour les propriétaires, parce que de toute évidence, on attire du monde, Mhm. on regarde les complexes que sont construits, Ah mais ouais. c'est aussi un des bons marketing du baseball parce que les joueurs sont plus disponibles. Vous savez, le Super Bowl cette année est retardé un petit peu, là, c'est quoi, le 13 février? Ouais. D'ailleurs, on a des séries extraordinaires. Fait que là, en ce moment, Ouais. le football prend toute la place, puis c'est correct. Mais souvent, après le Super Bowl, une fois que le Super Bowl est terminé, on l'a fêté, c'est parfait. Ben, c'est quoi la prochaine étape? C'est les camps d'entraînement du baseball. Et là, est-ce qu'on va vraiment manquer cette fenêtre-là à nouveau cette année? D'autant plus, bon, on connaît le contexte où il y a eu des pandémies, on a manqué des camps d'entraînement pratiquement au cours des 2 dernières années. Et ben, veut pas, le baseball ne peut pas se permettre, selon moi, de perdre des partisans, d'écœurer, excusez l'expression, mais des Ouais. partisans en raison d'un conflit de travail actuel. Je sais que tu as raison, il faut régler les vrais problèmes. Et tu as raison aussi de mentionner que les vrais problèmes, c'est d'essayer d'avoir un petit peu d'équilibre Ouais. parmi les franchises. Mais ça reste, Alain, que pour moi, si un conflit de travail fait en sorte que la saison ne commence pas à temps, qu'on n'a pas de camp Mhm. d'entraînement de façon peut-être normale, ça va faire vraiment mal au sport et je ne sais pas à quel point ces gens-là en sont conscients. Je le sais, encore une fois, que plus la date va approcher, plus on va se parler probablement, puis Ouais. ça va peut-être finir par se régler si on se fait évidemment au passé. Mais je trouve que c'est un jeu très dangereux pour l'image du baseball que présentement ce qui se passe. Tu regardes le basketball, tu regardes le football, les grandes vedettes sont au-dessus de la vague, on parle beaucoup. Il va falloir que le baseball aussi trouve le moyen de parler de ses vedettes un petit peu plus, mais on ne pourra pas en parler s'il n'y a pas de camp d'entraînement ou s'il Ouais. n'y a pas de saison. Donc, c'est un jeu très dangereux en ce moment qu'on joue du côté en Mhm. fait, et du baseball et de l'association des joueurs. Je comprends qu'il y a des choses à régler. On s'en est parlé toute la saison dernière, Alain, que ça allait Ah être ouais. une négociation qui allait être difficile. Il y a des choses qui doivent changer, mais je ne peux pas croire qu'à partir de maintenant, en fait, de cette semaine, parce que là, on se rencontre en personne, qu'on ne devrait pas se rencontrer tous les jours. À la limite, enfermez-moi tout ça pendant 24, Ouais. 48, 72 heures, mais trouver une solution pour aider le baseball à redémarrer comme il faut. Ouais. Qu'après le fameux Super Bowl, qu'on parle de baseball, que ce soit vraiment puis qu'on parle évidemment de ce qui s'en vient. Mhm. Il y a plein de joueurs autonomes, des gars comme Freddie Freeman, bon, qui n'ont pas signé encore. Il y a beaucoup de choses à faire, puis il faut en être conscient aussi dans le déroulement de ces négociations-là. Dans le cadre de ces négociations-là, Marc, est-ce que, bon, je pense pas qu'on aborde les problèmes du baseball mineur. Il y a un regroupement de joueurs là, anonymes parce qu'ils veulent pas, veulent pas s'identifier, je pense pour des raisons assez évidentes. Statut dans les mineurs, tu sais, tu as joué 6 ans là. À moins d'être un choix de première ronde qui a reçu un gros body, là, ton statut est assez précaire. Est-ce que tu penses que ces gars-là pourraient avoir un certain pouvoir là, dans ce qui s'en vient au cours des prochaines années? Là encore, bon, le baseball majeur a fait certains aménagements, mais tu sais, tout ça est esthétique. Là. Ça ne donne pas un salaire plus élevé à ces gars-là qui sont supposés d'être des professionnels. Là. Je pense pas que c'est un enjeu majeur, malheureusement, là, On n'en dans le parlera pas, conflit de c'est sûr. travail. Non, c'est ça. Euh, Écoute, il y a eu des avancements au cours on va dire des derniers mois à ce niveau-là, mais le retard était tellement immense, Alain, que ça va être difficile de rattraper ça. Euh, je regarde ce qui se passe, tout l'aspect repêchage, développement des Ah joueurs est ouais, en train de changer. Ça fait une couple d'années que c'est commencé, mais là, ouais, on rentre dedans. Tu regardes la façon dont le repêchage fonctionne maintenant. Tu regardes l'association qu'on a fait avec les ligues indépendantes, la qualité il y a beaucoup de bons joueurs, il y en a énormément. Et donc, le passage d'un joueur amateur aux ligues mineures, aux ligues majeures, est en train de changer. mhm, Et là, est-ce que le fait qu'on s'est débarrassé, entre guillemets, de quelques équipes, des équipes du baseball ouais, affilié, on est peut-être prêt à. Mais tu regardes en pourcentage, Alain, là, si tu donnais un salaire décent à tes centaines de ouais. joueurs, là, ça équivaut là, à tellement pas grand-chose d'une masse salariale là, que ça en est ridicule. Alors, je trouve ça quand même un peu spécial.
On que parle de lorsque 5 tu. Parce millions que par année par équipe. maximum. À 5 Oui, oui, millions, oui, tu oui. règles tout, là. Tu règles tous les Ouais, problèmes. Parce que, tu sais, même le premier choix au repêchage, là, qui a eu un bonus de signature pas mal ouais, intéressant. Il est millionnaire déjà, là. Il y a quand même le même traitement au niveau des ligues mineures. Tu sais, une fois que la saison a ouais. commencé, là, c'est pas parce qu'il a signé pourtant que là, il est dans un autobus plus luxueux. Tu sais, c'est pas plus Ouais. luxueux son affaire, là. Puis c'est pas évident, là. Puis je regarde la façon dont les joueurs sont traités dans les gros programmes de Division 1 de la NCAA. C'est mieux que lorsque tu signes professionnel, que tu te retrouves Ah dans oui. le même du A-fort. Là, le 2A, ça commence à ressembler un petit peu plus aux ligues majeures, là. Mais quand tu as les 3 premières étapes à franchir, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et pourtant, ben, c'est carrément l'avenir de ta franchise. Lorsque tu repêches des joueurs, tu sais, Ouais, on a vu à quel point c'est important pour les Rays de Tampa de développer, là. Je pense que ouais, l'exemple. En tout cas, c'est à suivre. Je ne pense pas que ce soit, par contre, un enjeu ouais. majeur parmi ces négociations-là. Mais ça reste que la bonne nouvelle, c'est qu'on se parle en personne. J'espère, par contre, qu'on va pouvoir continuer, à se parler en personne, mais qu'on va se parler régulièrement et pas attendre un mois avant de répliquer à chaque fois que un Ouais, bar fait une demande vis-à-vis l'autre. ouais. C'est sûr que tu n'aideras pas le développement de tes jeunes en les nourrissant avec des toasts au beurre de pinot là, à tous les jours, là. Ça, c'est malgré tous les bienfaits qu'on peut trouver au beurre d'arachide. Bon, euh, écoute, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles lors de notre prochain balado. Marc, il y a certaines nouvelles là, qui ont marqué quand même l'actualité dans le monde du baseball. Il y en a une, écoute, les Yankees de New York qui ont fait des manchettes. On les aurait peut-être faites autrement s'il n'y avait pas eu de grève. Je pense que le dossier le plus important à régler quand ça va revenir, ça va être celui d'Aaron Judge et peut-être celui du joueur d'arrêt court. Carlos Correa qui a changé d'agent en passant. Je ne sais pas si ça va changer le marché, on pourra en discuter tantôt brièvement. Là. Mais là, on a une femme gérant, Rachel Balkovec. Elle s'est fait des dents, elle, comme, oui, thérapeute, mais elle est retournée aux études. Elle a appris l'espagnol. Elle est allée enseigner le baseball et l'apprendre en même temps aux Pays-Bas, qui est un des seuls pays d'Europe où ça se joue au baseball semi-professionnel. Bref, elle s'est organisée pour regarder son CV au-delà de ses compétences initiales, qui étaient celles de thérapeute. Euh, bon, écoute, il y a eu plusieurs premières au cours des dernières années. Kim Hinge avec les Marlins comme directrice générale. Il y a San Francisco, on a eu une instructeur, Alyssa Anakin. Il y a Bianca Smith avec les Red Sox de Boston. C'est un peu passé sous silence, mais elle qui est non seulement la première femme, mais également afro-américaine. Bref, on commence à les embaucher. Moi, honnêtement, je nommerai pas le nom parce qu'elle n'a pas choisi d'être là, mais une connaissance commune qui est dans le monde du baseball, qui m'a demandé ce que j'en pensais. Puis bon, je n'avais pas de réaction spéciale dans le sens que, moi, regarde, dans la mesure où elle a des compétences, moi, j'ai zéro problème. Bon, c'était pas la réponse qu'elle voulait. Elle m'a dit, je suis très contente de t'entendre de cette façon-là. À partir du moment, Marc, où tu les as, des compétences, là, peu importe ton sexe, ton orientation, ta religion, ta couleur, que tu sois borgne, regarde, on s'en balance. Si tu es capable de faire le travail et d'aider ton équipe, regarde, c'est tout ce qui devrait compter. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Moi, je trouve ça hyper bon, hyper rafraîchissant. Vous savez, euh, tu sais, le sport, c'est macho, hein? On est c'est Hey, des hommes. Puis pourtant, là, le baseball féminin a fait beaucoup de progrès au Québec. Et de plus oui, en plus. Puis je regarde ça aller, là, puis je me dis, c'est fantastique ce qui se passe. Puis écoute, non seulement ça, mais on a des choses à apprendre. Quand je dis on, là, je parle des gars là, qu'on pense qu'on connaît tout, puis là, le baseball, puis oui. non, mais moi, en tout cas, je trouve ça extraordinaire. Puis je lui souhaite tout le succès possible dans ce contexte-là. Et tu sais, ça sera pas facile, là, tu sais, Mhm. tu sais, toutes les femmes, te fait mention, sont en train d'ouvrir des portes. C'est ça qu'on Ouais. veut. Parce qu'ils sont compétents, ils sont là pour ça. Bon, on le voit dans la NFL, on le voit dans d'autres sports aussi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je veux dire, c'est pas tous des joueurs qui ont joué qui deviennent les meilleurs, soit gérants ou directeurs gérants. Ouais. Ça prend des gens qui ont une tête, qui analysent froidement qu'est-ce qui se passe, puis Mhm. qui, à un moment donné, deviennent excellents dans leur domaine. Alors, pourquoi faire une différence entre un homme et une femme à ce niveau-là? Alors, moi, je trouve ça
fantastique et j'espère que c'est le début peut-être de bien d'autres choses parce qu'il y en a beaucoup qui sont capables d'atteindre ces niveaux-là. Et regarde, moi je pense que je trouve ça formidable parce que, comme j'ai mentionné, ils ouvrent des portes. C'est ça que ça prend. Mhm. Et en espérant que d'autres suivent derrière. C'est un bassin plus large, regarde, dans lequel piger, ça va juste augmenter la qualité de tes candidats pour les postes à pourvoir. C'est pas plus compliqué que ça. Très bien dit. Euh, bon, écoute, au niveau 3A de la saison prochaine, il va peut-être avoir un arbitre derrière le marbre, mais c'est pas lui qui va décider si ça va être une prise ou une balle. Ça, c'est une étape de plus envers l'arrivée éventuelle. On le sait que ça va arriver, Marc, du robot. Il y a encore des choses à peaufiner, mais on le sait que ça va venir. Et là, Alain, c'est au niveau 3 là. Là, Ouais. c'est du sérieux, là. Parce que là, avant, c'était dans la Ligue A, dans la Ligue Atlantique, Mhm. surtout qu'on faisait des tests. Bon, là, on s'en va au niveau 3. Donc là, on est vraiment, là, c'est la marche, là, juste sous le baseball majeur. Ouais. Donc, tu as des gars du baseball majeur qui vont aller, imagine-toi, là, en réhabilitation, qui vont vivre cette expérience-là. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne que ça s'en vient et le fait Mhm. que c'est au niveau 3 en 2022, chose certaine, on est proche, Alain, de voir. En fait, comme Ouais. tu l'as dit, il y aura toujours une personne derrière qui va rendre. Ouais. Mais c'est pas lui nécessairement qui va décider s'il lève le bras ou non sur un certain lancer. On va lui dire quoi faire. Mais ça reste que ça s'en vient. Puis, on l'a vu au fil des 2, 3 dernières années. C'est que maintenant, autant les lanceurs que les frappeurs Mhm. veulent la zone de prise électronique. Ouais. On veut juste la bonne décision. Alors, là, tu as parlé de peaufinage. Et ça devient extrêmement important. N'oubliez pas que la zone de prise, c'est en 3 dimensions. Hein, c'est pas juste une ligne, puis à un moment donné, bon, c'est en 3 dimensions. Donc, la fameuse balle à effet qui vient toucher le bas de la zone devant l'arbre. Moi, je pense que ça va Avec le changer haut de des la choses, balle. Alain, avec le haut de la balle. Ce qu'il faut faire attention, là, c'est que j'ai l'impression qu'on va éventuellement, là, puis ça, c'est moi qui parle, là, mais peut-être rapetisser le rectangle des frappeurs. Parce que si le frappeur se retrouve, Alain, vraiment derrière, là, écoute, la prise qui va être devant le marbre, le fameux tir dont je vous parle, la balle Ouais. à effet qui va, il ne sera pas en Pas mesure. d'aller dessus. Donc, il va peut-être avoir un petit ajustement au niveau du rectangle des frappeurs, des choses comme ça, mais Ouais. ça s'en vient. De toute évidence, Ouais. si on décide de le faire au niveau 3A, c'est parce qu'on a eu des avancées, on a eu des résultats sur ce qu'on a fait, on sait que ça va être encore mieux. Là, ça va devenir vraiment intéressant d'observer réellement sur la durée des matchs. Tout ça va avoir un impact là, Ouais. sur la durée des matchs et le fait de voir est-ce que les frappeurs s'élancent plus tôt maintenant, sachant que là, il y a des tirs qu'on ne pensait pas que c'était des prises. Est-ce que les lanceurs vont s'ajuster en raison justement des prises qui n'en étaient peut-être pas là, actuellement, compte tenu, bon, Ah ouais. encore une fois, que ça va être une zone 3D. Donc, je trouve ça intéressant de l'amener au niveau 3. Ouais. Et parlant d'expérience, là, il y aura plus de 61 pieds 6 pouces dans la Ligue Atlantique. T'es pas OK. surpris? On aurait pu leur dire de ne pas le faire, puis ça aurait été aussi bon. On aurait... non, non, mais je veux dire, là c'est que imagine-toi, là, Ouais. tu sais, la Ouais. beauté du baseball, là, quand tu es, j'enlève rien là, aux autres sports, mais tu sais, une grande Ouais. patinoire, lorsque tu as 8 ans, c'est pas facile. Hein? Un grand terrain de football, c'est pas facile. Là, au baseball, on a su s'adapter au que les plus petits jouent sur un plus petit terrain. Puis là, ben, Ouais. quand tu grandis, ben, tu vas venir jouer sur le grand terrain. Mais imagine-toi le Ouais. nombre de grands terrains qu'il y a partout en Amérique, entre autres, là, et que là, tu te dis, ben, finalement, boys, là, effacez tout ça, là, on recule à l'autre pied. Hey, en tout cas, Bon, je voyais pas comment ce dossier-là pouvait avancer bien plus que ça. il y a des compagnies d'aménagement de terrain qui se frottaient les mains. Bon. Euh, bon, écoute, il y a 2 joueurs qui ont pris leur retraite. Il y en a davantage, là, mais il y en a 2 sur lesquels je veux qu'on s'attarde. John Lester, c'est terminé. Pourtant, il a rendu de bons services en fin de saison avec les Cards de Saint-Louis, à la surprise de plusieurs. Les Cards qui ont été d'une belle poussée au cours des 2 derniers mois, aidés par 2 acquisitions, dont celle de Lester. L'autre, c'était J. Happ, 2 vétérans lanceurs partants, 2 gauchers. Et dans le cas de Lester, regarde, c'est une belle carrière. Je ne pense pas que ça le mène à Cooperstown, là. Il a quand même gagné la Série mondiale avec 2 équipes. On va l'identifier, je pense, davantage aux Red Sox de Boston qu'aux Cubs de Chicago, à mon sens. Ben, écoute, moi, je pense qu'on va l'identifier comme un gagnant, en tout cas. Ce Ouais. gars-là a été, lorsque c'était le temps d'avoir un départ important, que ce soit en fin de saison pour une place en série
ou en série. Écoute, ce gars-là était extraordinaire. Tu as parlé de ses 2 séries mondiales. Il a vraiment répondu. C'est pas facile, Alain. Il a joué pour des franchises. Bon, il a joué un petit peu à Oakland, ça, mais je veux dire, il a joué pour les Red Sox de Boston. Il a amené les Red Sox à un niveau de série mondiale. Les Cubs de Chicago, avec toute leur histoire. C'est pas toujours facile de jouer dans ces marchés-là. Et le gars l'a fait. Superbe carrière. Sort par la grande porte, selon moi. Il a écouté son corps aussi, un paquet de circonstances, mais moi, écoute, c'est sûr que Cooperstown, ça va être un petit peu plus difficile, malgré qu'il va être dans des conversations, c'est sûr, parce qu'il a gagné où il est passé et il a été très bon dans les. Les gens aiment ça, les médias aiment ça. Le gars là, qui a toujours été très bon en saison, mais qui s'écroule en série. Mais l'inverse, parfois, ça peut faire une différence. Alors, bravo à John Lester. Moi, j'ai beaucoup apprécié le voir lancer au fil des années. Oui, écoute, en série, c'est 22 départs, 4 matchs en relève, dont un dans le match numéro 7 de la Série mondiale que les Cubs ont remporté. Et c'est pas mauvais moyen de ne pas mériter à 2,51 quand même. Et c'est pas 2, c'est 3 séries mondiales. Il en avait remporté 2 avec les Red Sox de Boston. Je pense qu'il faut féliciter la carrière de John Lester. Et parmi les victoires aussi, je pense que pas négligeable de vaincre le cancer en cours de route, il faut se le rappeler en début de carrière. L'autre joueur, peut-être de façon plus surprenante, il s'agit de Kyle Seager, qui a connu une bonne deuxième moitié de saison, surtout avec les Mariners de Seattle. C'était presque clair avant que la saison commence qu'il ne serait pas de retour. L'ancien président des Mariners l'avait mentionné d'ailleurs publiquement, ce qui lui a coûté d'ailleurs son emploi. Pas à Seager, mais au président. Es-tu surpris de le voir accrocher gants, crampons et uniforme? Ben oui, surpris, parce que on n'a pas tous les détails, on n'est pas dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense, peut-être qu'il se sent fatigué, peut-être que lui, il ne voulait pas jouer dans une autre organisation, mais oui, je suis surpris. Écoute, le gars est capable de frapper encore, tu as l'impression qu'il est capable de frapper encore entre 25 et 30 coups de circuit, donc ce gars-là allait avoir des offres inévitablement pour jouer à nouveau, là, puis pas une offre à 2 millions pour jouer sur le banc, là. C'est un gars qui allait avoir, selon moi, un bon salaire, donc lui aussi quitte d'une manière surprenante. C'est correct. Moi, je respecte beaucoup ça. C'est pas toujours évident de connaître le fond de la pensée de ces gens-là, mais dans le contexte où il y a beaucoup d'argent sur la table et il y a encore des choses à offrir, très certainement. C'est surprenant de le voir quitter. Plusieurs le voyaient même avec les Blue Jays de Toronto, qui pouvait être une solution intéressante, avec un Biggio qui aurait pu retourner au deuxième. Et là, parce que Semien, tu ne le remplaceras pas par un joueur. Alors, si Seager arrivait, puis il en frappait 25, là, soudainement, puis que Biggio t'en frappe une quinzaine ou une 20, là, soudainement, on récupère un peu ce que Semien a fait, mais et peut-être à moindre coût aussi, là, parce que là, les gens parlaient aussi de Chris Bryant ou des joueurs qui auraient coûté une fortune pour jouer au troisième but chez les Blue Jays. Mais ça pour dire que c'est surprenant, effectivement, de voir Kyle Seager prendre sa retraite. Écoute, il va aller au Texas encourager son frère qui, lui, va jouer encore pour 10 ans. Ben effectivement, je pense que le mariage avec les Blue Jays de Toronto, sans dire que c'était écrit dans le ciel, mais c'est exactement le genre de. Il a le profil du genre de joueur que les Blue Jays voudraient. Un bâton gaucher, on n'en a pas une tonne là, chez les Blue Jays de Toronto. Il aurait comblé une sérieuse lacune. Ben écoute, moi c'est un gars que j'avais mentionné, effectivement, Alain, je le voyais s'intégrer effectivement avec ces jeunes frappeurs droitiers, puis tu sais à quel point j'aime voir un vétéran qui arrive, qui s'installe, puis qui aide, évidemment. Il ne faut pas se le cacher, là, les Jays sont encore très jeunes, là, même si Vlad a connu une saison remarquable, il y a des choses encore à apprendre, tout comme Beau Bichette. Alors, d'entourer de vétérans, je trouve que ça aurait été c'est une belle acquisition pour les Blue Jays, mais de toute évidence, il va falloir se retourner vers une autre option. Dernière chose, c'est cette semaine qu'on va annoncer qui seront les prochains intronisés au Temple de la renommée du baseball. Il y a le sempiternel débat à chaque année. Qu'est-ce qu'on fait avec les Clemens, avec les Barry Bonds? Bon, David Ortiz aussi, qui a suscité beaucoup de controverses. Les frappeurs de choix ne sont pas traités de la même façon, etc. Si on commence avec les, A-Rod, Barry Bonds, Roger Clemens, on fait quoi avec ces gars-là?
Ben, écoute, Alain, ça fait des années qu'on en parle, parce que c'est la 10e année d'admissibilité pour Bonds et Clemens, 10e et dernière d'ailleurs. Donc, ça fait 10 ans qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là. On va se le dire, Alain, on a garoché le problème parmi les journalistes qui Voilà. votent, carrément, là, les 400 quelques journalistes. Et on s'est dit, arrangez-vous avec ça, voir si ces gars-là méritent d'être là. Mais tu sais, au fil des années, là, on en parle, puis j'ai relu beaucoup cette année sur l'épisode, de Bonds, de Clemens, entre autres choses. Et il y a tellement de zones grises. Ça n'a aucun bon sens, Alain, comment... Tu sais, c'est un dossier que le baseball majeur, on va se le dire, là, a géré tout croche. Tu sais, lorsque Maguire et Sosa sont arrivés, puis que Maguire a pris une substance, semble-t-il, là, qui l'aidait, mais qui était vendue là, pratiquement là, dans les comptoirs là, de peu importe. Puis il affichait ça dans son casier là, comme si rien n'était. Il dit, écoute, il n'y a pas de règlement. Moi, j'ai le droit de prendre des produits qui m'aident à être un peu plus fort. Donc, tu sais, moi, là, j'en viens à la conclusion suivante. Parce que tu peux pas me dire, Alain, là, avec assurance, que les gars que des gars présentement qui sont au temple de la renommée, qui n'ont pas pris quelque chose qui ont aidé leur performance. Tu comprends, là? Bon, on est. Il y en a. Mais il y en a. On peut avancer bien même des noms récemment. Là. Il y a des gars qui ont des doutes sur que ce soit Jeff Bagwell ou que ce soit. Tu sais, il y en a eu. Bon. Puis là, en relisant tout ça, comme j'ai mentionné, cette zone grise-là est épouvantable. Moi, là, je me dis que à partir de 2005, parce que 2004, c'était pas encore instauré comme je pense que ça. Mais 2005, on a commencé, selon moi, à avoir un système. OK, là, si tu triches et que tu te fais prendre, là évidemment, tu joues avec le trouble. Mais avant ça, là, tu sais, je veux dire, c'était tellement géré. Encore une fois, on a manqué de leadership dans le baseball, selon moi, là, que je me dis, regarde, tu sais, parce que présentement, là, Barry, puis, tu sais, j'adore Hank Aaron, Joe Morgan, puis ces gars-là ont mentionné, si tu as pris des stéroïdes, tu ne devrais pas être au temps de la renommée. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais compte tenu que des gars, tu sais, puis ça reste que des gars comme Barry Bonds puis Roger Clemens n'ont jamais échoué un test. Tu sais, on pense que, puis l'entraîneur de 1 a dit ça, puis tu sais, je comprends là, qu'on peut débattre de ça là, pendant des heures et des heures. 2 éléments là-dedans. Un, moi, je pense que c'est tout croche, puis je me dis, vivons avec cette ère-là, c'est plate, mais qu'à partir, que tu t'es fait prendre à partir de 2005, ben là, tant pis pour toi. Tu sais, donc, Manny Ramirez, il n'a aucune chance d'être au temps de la renommée. Il savait, il s'est fait prendre après. Alex Rodriguez s'est fait prendre après. Moi, je sépare ça, moi, maintenant. Je sépare ça. Mais avant, je ne dis pas qu'on pas... Raphaël Palmeiro qui s'est fait prendre. Bon. Encore pire, lui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, là, à un moment donné, là, traçons une ligne. Traçons une ligne parce que sinon, ça va être l'éternel débat à chaque année, puis ça finit plus, puis là, bon. Ouais. Moi, je me dis, traçons une ligne disant, regarde, si tu t'es pas fait prendre, c'est plate, les règlements étaient tout croche, bon, c'était n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est bon, mais parce que ça me fait mal de dire, ben, amenons quelqu'un au temps de la renommée, mais on est pas mal sûr qu'il en a pris, mais c'est pas fait. Je sais que c'est plat. Mais à quelque part, où la ligne? Tu vas trancher où? Alors, moi, je me dis, avant 2005, qu'est-ce que tu veux? Si tu as connu tes meilleures saisons à ce moment-là, puis tu étais parmi les meilleurs du baseball, ben écoute, Barry Bonds, là, je m'excuse, mais c'est probablement le meilleur frappeur des 100 dernières années, ou en tout cas certainement des 50 dernières années. Puis Roger Clemens, on pourrait faire aussi probablement un dossier qui est parmi les 3 meilleurs lanceurs du baseball des 50 dernières années. Donc, moi, si j'avais un bulletin de vote cette année, je voterais pour ces gars-là. Ma ligne de pensée serait, si tu t'es fait prendre après 2005, là, c'était sévère, là, c'était... Qu'est-ce que tu veux? Alors, mais à un moment donné, Alain, tu sais, on va en parler encore pendant 25 ans. Ouais, mais là, l'air stéroïde, il s'est pas fait prendre, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il en a pris, mais ce gars-là, il est allé en cours, puis finalement, il a... Tu sais, ça devient un petit peu fatigant. Puis, deuxième chose que j'avais mentionné, c'est même Greg Maddux, qui a parlé à ce sujet-là, a dit, écoutez,
c'est tellement mélangeant. On ne sait pas qui a pris, qui n'en a pas pris. Mais une chose est sûre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant les doutes de Clemens et avant les doutes de Barry Bonds, il dit, C'est surtout selon moi, lui, ça là. c'est Greg Maddox qui parle, là. Il dit, Ouais. selon moi, c'était les meilleurs joueurs du baseball de toute façon. Fait qu'avant qu'il y avait des doutes, il y avait déjà, selon Mhm. lui, tout pour être au temple de la renommée. Donc, tu sais, c'est pour ça que l'autre affaire, Alain, puis je ne veux pas qu'on s'étire trop longtemps, mais est-ce que Ouais. aussi on ne pourrait pas inclure des joueurs dans le système de votation? Est-ce qu'on ne pourrait pas inclure même des gérants? Tu sais, qu'on ait la même formule, 75 je n'ai pas de problème, mais qu'on Ouais. inclue peut-être d'autres mondes du baseball dans le processus. Tu sais, pourquoi? Tu sais, un journaliste, là, doit avoir suivi un club pendant 10 ans avant d'être Ouais. admissible. Ben, pourquoi on ne prend pas des joueurs qui ont joué au moins 10 ans dans le baseball majeur? Tu as le droit à un vote pendant X nombre d'années, je ne sais pas, peu importe, mais au moins, ça donnerait peut-être une meilleure idée globale de ce que l'industrie Mhm. du baseball pense et non seulement une partie de l'industrie, c'est-à-dire l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Ouais. Écoute, je vais terminer avec juste un commentaire et on en a discuté au début, là, c'est le fait que les balises ne sont pas claires. On a, comme tu l'as dit, on a pelleté ça dans la cour de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Arrangez-vous avec ça et il n'y a pas d'unanimité. Là. Regarde, la preuve, c'est que s'il y en avait une, on voterait 100% pour les mêmes joueurs, là, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est que les balises devraient être claires. Je sais qu'il y en a des critères bon, d'excellence, de longévité, il y a des critères bon, de caractère. Si on avait suivi ça, il y a un bon groupe dont on enlèverait la plaque, là, on peut vous le confirmer. Là. Mais regarde, Marc, je pense qu'il serait temps qu'on s'assoie puis qu'on évite certaines erreurs du passé. Puis le comité des vétérans est pas mieux, là, Marc. Là. Je m'excuse, là, mais depuis que Tony La Russa est dans le comité des vétérans, là, ça ressemble pas mal à la fin des années 60 quand Frankie Frisch, là, je remonte en arrière, là, Frankie Frisch, qui était dans un comité des vétérans, il a amené tous ses coéquipiers des Cards de Saint-Louis des années 20 et des années 30. Je ne sais pas qu'il n'y avait pas de bons chiffres. Mais quand tu frappais 310, Marc, dans une ligue qui en frappait 300, faisais-tu perdu vraiment de l'élite? Bon, regarde, ces gars, il y en a rentré, bon, une demi-douzaine de ces gars-là au temps de la renommée. Puis Tony La Russa, ben, il est en train de rentrer bon, Harold Baines, le portrait type de ça. Et ma réaction, tu te rappelles, si Harold Baines est là, je ne vois pas pourquoi Rusty Staub ne serait pas. C'est deux comparables. Ouais. Regarde, pas plus compliqué que ça. Écoute, Marc, on va se croiser les doigts dans tous les dossiers qui nous concernent. On va commencer par le plus pressant, c'est-à-dire le baseball majeur. On se parle, c'est bon signe. Et lors de notre prochain balado, on discutera des nouveaux membres du Temple de la Renommée et espérons-le de la saison qui s'en vient dans le baseball majeur. J'espère que dans ton petit coin de pays, il fait beau. Je sais que vous avez eu des fluctuations de température. J'espère que ça se vit assez bien. Bon, là-dessus, ben, écoutez, on vous souhaite un bon hiver. Il y a de la neige, profitez-en pour faire du sport. Dehors, il fait beau, c'est blanc, c'est beau. En attendant que le soleil revienne, je vous souhaite de passer un bel hiver. On se revoit au mois de février, qui est notre prochain balado. On espère avoir de bonnes nouvelles. À bientôt.